La pluie tombait en rideaux épais sur les pavés de Nuremberg ce matin du 26 mai 1828. Les citoyens de la vieille ville impériale se hâtaient sous leurs parapluies, pressés de rentrer chez eux après les offices du dimanche. La Unschlittplatz, normalement animée par le marché hebdomadaire, était presque déserte, balayée par un vent froid inhabituel pour la saison. C'est dans cette atmosphère brumeuse que Georg Weichmann, cordonnier de son état et gardien de nuit occasionnel, aperçut une silhouette étrange titubant près de la fontaine centrale. L'homme, ou plutôt le jeune homme, portait des vêtements trop grands pour lui, détrempés et couverts de boue. Ses cheveux châtains collaient à son visage pâle et ses jambes tremblaient à chaque pas, comme s'il marchait pour la première fois de sa vie. « Hé, vous là-bas !» cria Weichmann en s'approchant, son instinct de vigilance éveillé. « Vous avez besoin d'aide ?» L'inconnu se tourna vers lui avec une lenteur déconcertante. Ses yeux gris fixaient Weichmann sans vraiment le voir, comme ceux d'un aveugle soudainement exposé à la lumière. Il tenait dans ses mains tremblantes 2 lettres froissées, qu'il tendait machinalement vers chaque personne qu'il croisait. « Cavalier, devenir cavalier !» marmonnait-il d'une voix rauque, presque enfantine dans son articulation maladroite. Weichmann prit les lettres, son cœur battant plus fort. La première, adressée à un certain capitaine von Wessenig du 6e régiment de cavalerie, était brève et déconcertante. « Monsieur le capitaine, je vous envoie ce garçon qui souhaite servir fidèlement son roi dans l'armée. Il est né le 30 avril 1812. Je suis un pauvre journalier. J'ai déjà 10 enfants. J'ai assez à faire pour les nourrir. Sa mère m'a confié le garçon en 1812, mais je ne sais pas qui elle était. Je l'ai élevé comme chrétien. Depuis 1812, il n'a jamais quitté ma maison. Personne ne sait qu'il existe chez moi. Il ne sait pas lui-même le nom de mon village. Monsieur le capitaine, vous n'avez pas besoin de le questionner. Il ne pourra rien vous dire. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez le tuer ou le pendre à votre cheminée. » La seconde lettre, soi-disant de sa mère, était tout aussi troublante, datée d'octobre 1812. Elle suppliait qu'on prenne soin de l'enfant, affirmant que le père était cavalier au même régiment. Mais quelque chose clochait. L'encre était fraîche, trop fraîche. La calligraphie des 2 lettres était identique, tracée par la même main. Et le papier sentait encore légèrement le tabac et la sueur masculine, comme s'il avait été gardé dans une poche pendant des jours. « Qui t'a donné ces lettres ?» demanda Weichmann, en scrutant le visage de l'inconnu. Le jeune homme cligna des yeux lentement, comme s'il ne comprenait pas la question. Il répéta simplement « Cavalier, devenir ». Weichmann soupira. Il ne pouvait pas laisser ce pauvre diable errer dans les rues dans cet état. Il le prit par le bras, un bras étonnamment maigre sous le tissu trempé, et le guida vers le poste de garde municipale, rue Westner. Le sergent Andreas Hiltel était en train de rédiger son rapport quotidien, quand Weichmann fit irruption avec son étrange découverte. Un feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. « Sergent, regardez ce que j'ai trouvé près de la fontaine », annonça Weichmann en poussant doucement le jeune homme à l'intérieur. Hiltel leva les yeux de ses papiers et fronça les sourcils. L'inconnu se tenait là, dégoulinant sur le plancher de bois, les yeux écarquillés face à la lumière des chandelles comme un animal nocturne surpris à l'aube. Il portait des bottes trop grandes, un pantalon gris déchiré aux genoux et une veste noire élimée qui avait dû appartenir à un adulte. « Bon Dieu, il est dans un état lamentable » murmura Hiltel en se levant. « Asseyez-le près du feu. Il va attraper la mort. » Mais quand ils tentèrent de le faire asseoir, le jeune homme recula brusquement, grimaçant de douleur. Ses jambes semblaient incapables de se plier correctement. Finalement, il s'écroula contre le mur, recroquevillé sur lui-même. « Il a des lettres » dit Weichmann en les tendant au sergent. Hiltel les lut attentivement, son expression passant de la curiosité à l'incrédulité. Il appela immédiatement son collègue, le caporal Johann Wüst, qui arrivait justement pour sa garde du soir. « Wüst, lisez ça et dites-moi ce que vous en pensez. » Wüst parcourut les lettres, puis observa longuement l'inconnu. L'homme n'avait pas bougé, le regard fixé sur ses propres mains comme s'il les voyait pour la première fois.
Ces lettres sont des faux, aucun doute là-dessus, déclara Wüst en les rendant à Hiltel. Même écriture, même encre, probablement écrite le même jour. Et regardez ses vêtements. Cette veste a été portée par quelqu'un de bien plus grand. Les manches sont repliées plusieurs fois. « Tu penses qu'il s'agit d'une sorte d'escroquerie » demanda Hiltel. « Peut-être, ou pire. » Wüst s'approcha du jeune homme et s'accroupit devant lui. « Comment t'appelles-tu » L'inconnu leva enfin les yeux. Sa bouche s'ouvrit lentement et il articula avec difficulté « Karl Hauser ». C'était la première fois qu'il prononçait un nom complet. Sa voix était étrangement monotone, comme celle d'un enfant récitant une leçon apprise par cœur. « Karl Hauser », répéta Wüst. « Où habites-tu? D'où viens-tu » Mais Karl ne répondit pas. Il tendit simplement la main vers un bout de pain sec qui traînait sur la table. Hiltel le lui donna, et l'observa le dévorer avec une avidité animale, sans même le mâcher correctement. « Pauvre gars, il meurt de faim », commenta Weichmann. « Attendez », intervint Wüst, en sortant de sa sacoche un morceau de saucisse fumée. « Essayons avec ça. » Il tendit la viande à Karl, qui la renifla immédiatement et la repoussa avec violence, le visage tordu de dégoût. Puis, sans prévenir, il se pencha sur le côté et vomit sur le plancher. Les trois hommes échangèrent des regards stupéfaits. « Il ne supporte pas la viande ?» murmura Hiltel. « Ou il n'en a jamais mangé ?» ajouta Wüst, de plus en plus perplexe. Ils essayèrent ensuite avec différents aliments, du fromage, des pommes, de la bière. Karl refusa tout, ne réclamant que du pain et de l'eau. Il buvait l'eau avec une telle intensité qu'on aurait dit qu'il avait passé des jours dans le désert. La nuit tomba sur Nuremberg, et Karl Hauser fut installé dans une cellule, non pas comme prisonnier, mais pour sa propre protection. Hiltel avait décidé de le garder sous surveillance jusqu'à ce qu'il comprenne mieux sa situation. C'est à ce moment que les choses devinrent vraiment étranges. Johann Wüst, chargé de surveiller Karl pendant la première partie de la nuit, remarqua quelque chose de troublant. Dès que les chandelles furent éteintes, plongeant la cellule dans l'obscurité presque totale, Karl sembla se détendre. Il se leva et commença à se déplacer dans l'espace exigu avec une aisance déconcertante, évitant les obstacles comme s'il y voyait parfaitement. « Incroyable !» souffla Wüst à son collègue Peter Grimm, qui venait prendre la relève. « Il voit dans le noir comme un chat. »« Comment est-ce possible ?» demanda Grimm, sceptique. « Regarde toi-même. » Ils observèrent Karl pendant plus d'une heure. Il ne broncha pas quand ils entrèrent dans la cellule avec une lanterne, mais ferma immédiatement les yeux, se protégeant la face de ses mains comme si la lumière le brûlait. Au matin, quand le docteur Friedrich Osterhausen, médecin municipal de Nuremberg, vint examiner le mystérieux inconnu, ses découvertes ne firent qu'approfondir le mystère. « Messieurs, » annonça-t-il aux gardes après son examen, « ce jeune homme présente des anomalies physiologiques que je n'ai jamais rencontrées dans ma carrière. » Le docteur Osterhausen était un homme méticuleux, formé à l'université de Heidelberg, et ses observations étaient toujours précises. Il nota dans son rapport « Le patient Karl Hauser, âge estimé entre 16 et 18 ans, présente un développement physique sévèrement retardé. Ses muscles des jambes sont atrophiés, suggérant une absence quasi totale d'exercice pendant des années. La peau de ses pieds est anormalement tendre, comme celle d'un nourrisson, indiquant qu'il a rarement, voire jamais, marché. Paradoxalement, les genoux portent des callosités épaisses, comme s'il avait passé d'innombrables heures accroupi ou assis sur une surface dure. Plus troublante encore, j'ai découvert sur son bras gauche une cicatrice de vaccination contre la variole, parfaitement exécutée selon les standards médicaux modernes. Cette marque ne peut avoir été faite que par un médecin qualifié, et relativement récemment, certainement pas il y a 16 ans. Quelqu'un ayant accès aux techniques médicales contemporaines s'est donc occupé de cet enfant à un moment donné. Sa sensibilité extrême à la lumière, couplée à sa capacité apparente à naviguer dans l'obscurité, suggère une adaptation physiologique à un environnement sans lumière naturelle. Ses pupilles se contractent douloureusement sous une exposition lumineuse normale, un phénomène que je n'ai observé que chez des mineurs ayant passé des décennies sous terre.
Verdict préliminaire. Ce jeune homme a été maintenu dans des conditions d'isolement extrême pendant une période prolongée, probablement depuis sa petite enfance. L'intention et l'identité de ces geôliers demeurent inconnues. Le maire de Nuremberg, Jacob Friedrich Binder, fut personnellement informé du cas étrange de Karl Hauser. Intrigué et quelque peu alarmé par les implications, il ordonna un interrogatoire formel. Le 28 mai, dans une salle du tribunal municipal, Karl fut assis face à un comité comprenant le maire Binder, le commissaire de police Johann Kaspar Schmidt, le docteur Osterhausen et le professeur Johann Georg Ritter, spécialiste en pédagogie de l'université d'Erlangen. La pièce sentait la cire d'abeille et le parchemin ancien. Un grand crucifix dominait le mur derrière le bureau du maire, et la lumière du jour filtrait à travers des vitraux colorés, projetant des motifs kaléidoscopiques sur le sol. Karl fut amené par 2 gardes. Il marchait toujours avec difficulté, ses jambes tremblant à chaque pas. On l'assit sur une chaise devant les autorités et il fixa immédiatement ses mains, évitant tout contact visuel. Le professeur Ritter, un homme corpulent aux lunettes rondes, se pencha en avant avec bienveillance. « Karl, commença-t-il doucement, nous sommes ici pour t'aider. Mais pour cela, tu dois nous dire la vérité. Comprends-tu » Karl hocha lentement la tête. « Bien, parlons de ta vie avant ton arrivée à Nuremberg. Où vivais-tu » Un long silence suivit. Karl sembla chercher ses mots, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. Finalement, il murmura « Trou noir. »« Un trou noir ?» répéta Ritter perplexe. « Tu vivais dans un trou. »« Oui, trou, toujours noir, jamais lumière. » Les membres du comité échangèrent des regards inquiets. « Décris-nous cet endroit » insista le commissaire Schmidt, sa voix plus sèche, plus autoritaire. Karl ferma les yeux, comme s'il revoyait l'endroit dans son esprit. Quand il parla, sa voix était à peine audible. Petit, très petit, pas debout, jamais debout, toujours assis, mur froid, eau goutte, plafond bas, terre, odeur de terre mouillée. « Combien de temps es-tu resté dans cet endroit ?» demanda le maire Binder. « Toujours, depuis que je me souviens. Et qui t'a mis là ? Qui s'occupait de toi ?» Le visage de Karl se contracta, et pour la première fois, une émotion, la peur, traversa ses traits. « Homme, l'homme noir, il vient, je dors, il me touche, je dors plus, puis je me réveille. Pain, eau, toujours pareil. Cet homme te droguait ?» intervint le docteur Osterhausen, alarmé. « Ne sais pas. Boisson amère, après noir, puis je me réveille, habit changé, ongles coupés. » Le professeur Ritter se leva et s'approcha de Karl, s'agenouillant à sa hauteur. « Karl, écoute-moi bien. Cet homme t'a-t-il appris à écrire ton nom ?»« Oui, table, papier. Il tient ma main. Trace, trace. Karl Hauser. Encore, encore. Beaucoup de fois, et il ne t'a jamais parlé, ne t'a jamais dit qui il était ou pourquoi tu étais là. » Karl secoua la tête violemment. « Jamais parle. Masque, visage caché, chapeau noir, manteau noir, main, seulement main. » L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures, interrompu seulement par les pauses nécessaires pour permettre à Karl de se reposer. Le jeune homme était clairement épuisé, non habitué à une telle interaction humaine prolongée. Ce fut durant l'après-midi que le commissaire Schmidt aborda un sujet qui allait révéler un aspect encore plus troublant de la captivité de Karl. « Tu as mentionné des jouets, » dit Schmidt en consultant ses notes. « L'homme t'apportait des jouets. » Les yeux de Karl s'illuminèrent légèrement, le premier signe de quelque chose ressemblant à de la joie. « Oui, chevaux, chevaux en bois, 2 chevaux, blancs et noirs. Je joue, je les fais courir, sur le sol. C'est tout ce que tu avais? 2 chevaux de bois? Oui, pendant longtemps. Puis un jour, l'homme, il apporte ruban de couleur. Je les attache aux chevaux. Ils sont beaux. » Le professeur Ritter nota rapidement cette information. Le développement cognitif de Karl, malgré son isolement, semblait avoir continué d'une certaine manière. Il avait appris à jouer, à imaginer, à créer des scénarios avec ses jouets rudimentaires.
Karl, demanda Ritter, as-tu entendu des sons pendant ta captivité? Des voix, de la musique, des bruits d'animaux? Le jeune homme réfléchit longuement. Parfois, au-dessus, des pas, lourds, comme quelqu'un marche, puis plus rien. Parfois, loin, très loin, cloche, ding, ding, ding. Une cloche d'église, suggéra le maire Binder. Ne sais pas, mais son qui traverse les murs. Cette information était cruciale. Si Karl avait pu entendre une cloche d'église, cela signifiait qu'il n'avait pas été détenu dans un endroit complètement isolé. Il devait se trouver à proximité d'une civilisation, peut-être même au sein d'une ville ou d'un village. Et l'homme qui venait te voir, continua Schmidt, combien de fois venait-il? Chaque fois, dort, mange pain et eau, puis longtemps, très long. Puis il revient, je compte pas savoir compter. Le docteur Osterhausen intervint avec une question médicale. As-tu été malade pendant ton confinement? As-tu eu de la fièvre, des douleurs? Karl hocha la tête vigoureusement. Oui, une fois, très mal, chaud, très chaud, bras fait mal. Il montra son bras gauche, là où se trouvait la cicatrice de vaccination. C'est là que l'homme t'a fait cette marque? Demanda Osterhausen. Oui, couteau pointu, pique, fait mal, puis malade, puis mieux. Donc la vaccination avait été effectuée pendant la captivité de Karl, probablement pour le protéger contre une épidémie de variole qui avait sévi en Bavière quelques années auparavant. Cela confirmait qu'un médecin, ou du moins quelqu'un avec des connaissances médicales, avait accès à l'enfant. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Le cas de Karl Hauser devint rapidement la sensation de Nuremberg. Les journaux locaux, notamment le Nürnberger Correspondent, publièrent des articles détaillés sur le jeune sauvage découvert dans les rues de la ville. L'affaire attira l'attention de savants et d'intellectuels de toute la Bavière. Parmi eux se trouvait Georg Friedrich Daumer, professeur de philosophie et de pédagogie à l'Institut Polytechnique de Nuremberg. Daumer, un homme de 40 ans aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, était un fervent croyant en l'éducabilité de l'homme. Inspiré par les théories de Jean-Jacques Rousseau sur l'éducation naturelle, il voyait en Karl une opportunité unique d'étudier le développement humain dans des conditions extrêmes. Après plusieurs semaines de négociations avec les autorités municipales, Daumer obtint la permission d'accueillir Karl chez lui dans sa maison spacieuse de la Luitpoldstrasse. Le jeune homme serait sous sa tutelle, avec pour objectif de le réinsérer progressivement dans la société. Le transfert eut lieu le 18 juillet 1828 par une chaude matinée d'été. Karl fut escorté par 2 gardes municipaux jusqu'à la résidence des Daumer, un élégant bâtiment de 3 étages avec un jardin intérieur. Quand la porte s'ouvrit, Karl se figea. Le hall d'entrée était lumineux, décoré de miroirs et de peintures, avec un grand escalier en bois sculpté menant aux étages supérieurs. C'était un monde complètement étranger pour lui. « Bienvenue, Karl » dit Daumer en s'approchant doucement. « C'est ici que tu vas vivre désormais. N'aie pas peur. » Mais Karl avait peur. Ses yeux se déplaçaient rapidement d'un objet à l'autre, sa respiration s'accélérait. Trop de stimuli, trop de nouveautés d'un seul coup. La femme de Daumer, Anna Maria, une dame ronde et maternelle, s'avança avec un verre d'eau fraîche. « Tiens, mon petit, bois » dit-elle avec douceur. Karl prit le verre avec des mains tremblantes et but goulûment, l'eau coulant sur son menton. La chambre qui lui avait été préparée était au 2e étage, petite mais confortable, avec un lit simple, une table, une chaise et une fenêtre donnant sur le jardin. Cependant, Daumer avait pris soin de fermer partiellement les volets, laissant entrer juste assez de lumière pour ne pas agresser les yeux sensibles de Karl. « Tu vas rester ici quelques jours pour t'habituer », expliqua Daumer. « Nous irons très lentement, je te le promets. » Les premières semaines furent un défi monumental. Karl ne savait presque rien faire, se laver correctement, s'habiller seul, manger avec des couverts. Chaque geste quotidien devait être enseigné et répété inlassablement. Daumer tint un journal détaillé de ses observations,
un document qui deviendrait plus tard une référence majeure en pédagogie et en psychologie du développement. Voici quelques extraits de ce journal. 20 juillet 1828. Karl a dormi 14 heures d'affilée la première nuit. Son corps, épuisé par des années de privation, semble vouloir rattraper tout le repos perdu. À son réveil, il a paniqué en ne reconnaissant pas l'endroit. Il a fallu 20 minutes pour le calmer. 22 juillet 1828. Première leçon d'hygiène. Karl refuse catégoriquement de se baigner dans la cuve d'eau chaude que nous avons préparée. Il montre une peur panique de l'eau en grande quantité. Après beaucoup de patience, j'ai réussi à lui laver les mains et le visage avec une éponge. Il pleurait comme un enfant. 25 juillet 1828. Karl a mangé son premier repas avec une cuillère aujourd'hui. Il l'a observé longuement, fasciné par le reflet de la lumière sur le métal, avant d'essayer de l'utiliser. Il a renversé la soupe 3 fois, mais n'a pas abandonné. Sa détermination est remarquable. 28 juillet 1828. Aujourd'hui, je lui ai montré un miroir. Sa réaction a été extraordinaire. Il ne se reconnaissait pas. Il a touché la surface du miroir, cherchant l'autre derrière le verre. Quand j'ai placé ma main sur son épaule et qu'il a vu nos 2 reflets simultanément, il a commencé à comprendre. Il a touché son propre visage, puis celui dans le miroir, encore et encore, comme pour s'assurer que c'était bien lui. 2 août 1828, Karl a prononcé sa première phrase complète « Je veux pain, s'il vous plaît ». Anna Maria et moi avons pleuré de joie. Le développement de Karl était spectaculaire, mais inégal. Son apprentissage du langage progressait rapidement. Il semblait avoir une capacité innée à absorber les mots, mais sa coordination motrice restait déficiente. Ses jambes, trop longtemps inutilisées, devaient réapprendre à marcher correctement. Chaque jour, Domer l'emmenait dans le jardin pour des exercices de marche. Au début, Karl ne pouvait faire que quelques pas avant de s'effondrer, épuisé. Mais progressivement, semaine après semaine, ses muscles se renforçaient. La renommée de Karl se répandit bien au-delà de Nuremberg. Des lettres arrivèrent de toute l'Europe, de scientifiques et de curieux voulant étudier ce phénomène humain. Domer, conscient de l'importance scientifique du cas, accepta de recevoir quelques visiteurs triés sur le volet. Le premier fut le docteur Georg Falkenberg, professeur de physiologie à l'université d'Erlangen. C'était un homme maigre et nerveux, dans la quarantaine, avec des mains constamment en mouvement. Il arriva avec une malle remplie d'instruments scientifiques, galvanomètre pour mesurer l'électricité corporelle, des lunettes spéciales pour tester la vision et divers appareils de mesure anthropométrique. « Professeur Domer », dit Falkenberg en déballant ses instruments dans le salon, « ce cas est d'une importance capitale pour la science moderne. Si ce jeune homme a vraiment été isolé depuis l'enfance, nous avons l'opportunité unique d'étudier le développement humain dans des conditions que la nature ne reproduit jamais. » « Je comprends votre enthousiasme, » répondit Domer prudemment, « mais Karl n'est pas un cobaye de laboratoire. Je vous autorise vos examens à condition qu'ils ne lui causent aucun stress inutile. » Falkenberg acquiesça et commença ses tests le lendemain. Le premier examen porta sur la vision de Karl. Falkenberg fit asseoir le jeune homme dans une pièce sombre et lui présenta différentes sources lumineuses à intensité variable. Les résultats furent fascinants. « Incroyable !» murmura Falkenberg en prenant des notes frénétiquement. « Ses pupilles ont un diamètre de dilatation au repos supérieur de 40% à la moyenne. Cela explique sa sensibilité extrême à la lumière du jour, mais aussi sa capacité remarquable à voir dans l'obscurité presque totale. C'est une adaptation physiologique parfaite à un environnement sans lumière. » Il testa ensuite l'acuité visuelle de Karl avec des cartes de lettres à différentes distances. Karl, qui apprenait à lire depuis quelques semaines, pouvait distinguer des caractères que Falkenberg lui-même avait du mal à voir. Sa vision nocturne est comparable à celle d'un chat ou d'un hibou, conclut Falkenberg. Mais en plein jour, il est presque aveuglé. C'est le prix de cette adaptation. Les tests suivants portèrent sur l'ouïe. Falkenberg découvrit que Karl pouvait entendre des fréquences sonores que l'oreille humaine normale ne détecte pas.
Il réagissait aux ultrasons émis par certains de ces instruments, tournant la tête vers la source du son avec précision. Ses sens ont été affûtés par la nécessité, expliqua Falkenberg à Dahmer. Dans l'obscurité totale, privé de la vue, il a développé une ouïe et un toucher extraordinaires pour compenser. C'est une preuve remarquable de la plasticité du cerveau humain. Quelques semaines plus tard, ce fut au tour du docteur Konrad von Mertens, anatomiste réputé de l'Académie des sciences de Munich, de venir examiner Karl. Von Mertens était un homme imposant, à la barbe noire, fournie et aux yeux sombres, qui semblait tout analyser. Son approche était plus invasive que celle de Falkenberg. Il voulait effectuer des mesures anthropométriques détaillées, examiner la structure osseuse de Karl, prélever des échantillons de sang et de tissu. Absolument pas. Refusa catégoriquement Dahmer quand von Mertens proposa une biopsie cutanée. Karl n'est pas un cadavre à disséquer. Je n'autoriserai que les examens non invasifs. Von Mertens grommela, mais accepta finalement les conditions. Son examen révéla néanmoins des informations précieuses. Les os de ses jambes présentent une densité réduite, typique d'un manque d'activité physique prolongée, nota-t-il. Ses genoux, en revanche, montrent des signes d'usure précoce, suggérant qu'il passait effectivement la majorité de son temps en position accroupie ou assise. Les callosités sont profondes et anciennes. Elles se sont formées sur plusieurs années. Il examina ensuite la cicatrice de vaccination sur le bras de Karl, la palpant avec minutie. Cette vaccination a été effectuée avec une précision professionnelle, conclut von Mertens. Ce n'est pas le travail d'un amateur. Quelqu'un ayant une formation médicale approfondie a fait cela. La technique correspond aux standards de l'époque. Je dirais que cette vaccination a été faite il y a 3 ou 4 ans, probablement en 1824 ou 1825, pendant l'épidémie de variole qui a touché la Bavière. Cette découverte était cruciale. Elle établissait un point temporel dans la captivité de Karl et confirmait que son geôlier, ou quelqu'un lié à lui, avait des connaissances médicales avancées. En septembre 1828, un personnage plus controversé fit son apparition, le docteur Anton Richter, praticien du mesmérisme et fervent défenseur du magnétisme animal, une théorie popularisée par Franz Mesmer quelques décennies auparavant. Richter croyait que des fluides invisibles circulaient dans le corps humain, et qu'en les manipulant par des passes magnétiques, on pouvait soigner des maladies et même accéder aux souvenirs profonds. Dahmer était sceptique face à ces pratiques, qu'il considérait comme relevant plus de la superstition que de la science. Mais Richter était persuasif, et l'idée d'aider Karl à retrouver des souvenirs enfouis de sa captivité intriguait le professeur. « Laissez-moi essayer une seule séance », supplia Richter. « Si cela ne fonctionne pas, je m'en irai sans insister. » La séance eut lieu dans le salon des Dahmer, un soir d'automne. Les rideaux furent tirés, des bougies allumées, créant une atmosphère tamisée et apaisante. Karl fut installé dans un fauteuil confortable, tandis que Richter se tenait derrière lui. « Karl », dit Richter d'une voix douce et monotone, « je vais passer mes mains près de ton corps, sans te toucher. Tu vas te sentir très détendu, très calme. Tu vas laisser ton esprit voyager librement. » Il commença ses passés magnétiques, déplaçant lentement ses mains autour de la tête et du torse de Karl, murmurant des instructions apaisantes. Dahmer et Anna Maria observaient, à la fois fascinés et dubitatifs. Au bout de 15 minutes, Karl sembla effectivement entrer dans un état de relaxation profonde. Sa respiration ralentit, ses épaules s'affaissèrent, et ses paupières devinrent lourdes. « Bien », murmura Richter. « Maintenant, Karl, je veux que tu retournes dans ta mémoire. Retourne à l'endroit où tu vivais avant. Peux-tu me le décrire ?» Karl, les yeux fermés, commença à parler d'une voix étrangement distante. Froid, humide, murs en pierre, plafond bas. Je touche avec mes mains, toujours pareil. 3 pas d'un côté, 2 pas de l'autre. Pas plus. « Petit, qu'est-ce que tu vois ?» demanda Richter. « Rien. Noir, toujours noir. Seulement quand l'homme vient, petite lumière, lanterne, mais je ferme les yeux, fait mal. Cet homme, décris-le. » Un long silence.
Puis Karl, d'une voix soudainement tendue, grand, manteau noir, capuche, ne voit pas visage, main, grande main, elle me touche, me soulève, me met dans le coin, puis je bois, boisson amère, puis noire. Cette boisson, tu sais ce que c'était? Non. Mais après, je dors longtemps. Quand je me réveille, tout changé, habits propres, ongles coupés, nouveaux jouets parfois. Richter continua de questionner Karl pendant près d'1 heure, essayant de soutirer des détails sur son lieu de captivité, sur l'identité de son geôlier, sur tout ce qui pourrait aider à résoudre le mystère. Mais les réponses de Karl restaient vagues, fragmentaires, comme s'il regardait à travers un voile épais. Finalement, Richter claqua des doigts et Karl se réveilla brusquement, confus et légèrement nauséeux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Tu as dormi un peu, » répondit doucement Dahmer. « Comment te sens-tu? Mal à la tête? Étourdi ?» La séance fut déclarée intéressante, mais peu concluante. Richter partit le lendemain déçu de n'avoir pas pu percer le mystère. Mais une chose était claire, Karl avait véritablement vécu ce qu'il décrivait. Ce n'était pas une invention, pas un mensonge élaboré. Son trauma était réel, profondément ancré dans son psychisme. Malgré les examens scientifiques constants et parfois éprouvants, Karl continuait de progresser de manière spectaculaire. À l'automne 1828, 6 mois après son apparition à Nuremberg, il était presque méconnaissable. Il marchait désormais avec assurance, ses jambes s'étant considérablement renforcées. Il s'habillait seul, mangeait normalement, bien que restant réticent face à la viande rouge, et communiquait en phrases complètes et cohérentes. Son vocabulaire s'enrichissait chaque jour, et il avait développé une passion pour la lecture. Dahmer découvrit que Karl possédait une mémoire exceptionnelle. Une fois qu'il avait appris quelque chose, il ne l'oubliait jamais. Il pouvait réciter des pages entières de livres après les avoir lus une seule fois. C'est comme si son cerveau, privé de stimulation pendant tant d'années, était affamé de connaissances, observa Dahmer dans son journal. Il absorbe tout à une vitesse stupéfiante. Karl manifesta également un talent inattendu pour le dessin. Quand Dahmer lui donna du papier et des crayons, le jeune homme passa des heures à dessiner des scènes de son imagination, des chevaux au galop, des paysages inventés, des portraits de personnes qu'il avait rencontrées. Mais il y avait un sujet qu'il évitait systématiquement, sa cellule. Chaque fois que Dahmer suggérait qu'il dessine l'endroit où il avait vécu, Karl refusait catégoriquement, tremblant et se repliant sur lui-même. « Non, ne veux pas me souvenir, s'il vous plaît. » Dahmer n'insista jamais. Il savait que certaines blessures prenaient du temps à guérir, et forcer Karl à revivre son trauma ne servirait qu'à le retarder. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Pendant ce temps, Nuremberg et toute la Bavière bruissaient de spéculations sur l'identité réelle de Karl Hauser. Qui était-il? D'où venait-il vraiment? Et surtout, pourquoi avait-il été maintenu prisonnier pendant tant d'années? Le journal Bayreuther Zeitung publia un article retentissant proposant une théorie audacieuse. Karl serait en réalité un prince de sang royal, peut-être un héritier illégitime d'une famille noble bavaroise qui aurait été caché pour des raisons de succession. Cette théorie gagna rapidement en popularité. Après tout, qui d'autre qu'une famille riche et puissante aurait les moyens et la motivation de garder un enfant prisonnier pendant des années, tout en lui prodiguant certains soins médicaux? D'autres théories, plus sombres, circulaient également. Certains suggéraient que Karl était le résultat d'une expérience scientifique clandestine, menée par des médecins sans scrupules, cherchant à étudier le développement humain en isolation. Cette hypothèse était alimentée par les découvertes des docteurs Falkenberg et von Mertens sur les adaptations physiologiques exceptionnelles de Karl. Une troisième théorie, plus pragmatique, proposait que Karl était simplement le fils d'une famille pauvre, qu'il avait enfermé par honte. Peut-être était-il né avec un handicap que ses parents avaient voulu cacher. Mais aucune de ces théories n'expliquait tout.
Aucune ne rendait compte de la sophistication de sa captivité, des lettres forgées, de la vaccination professionnelle, du timing parfait de sa libération. Le commissaire Schmidt, qui n'avait jamais cessé d'enquêter, suivit toutes les pistes possibles. Il interrogea des dizaines de personnes dans un rayon de 100 kilomètres autour de Nuremberg, cherchant quelqu'un qui aurait disparu ou caché un enfant 16 ans auparavant. Il contacta les régiments de cavalerie pour vérifier si un soldat nommé dans les lettres de Karl existait réellement. Personne ne correspondait. Chaque piste menait à une impasse. L'hiver 1828-1829 fut rude en Bavière. La neige commença à tomber début novembre et ne fondit pas avant mars. Nuremberg se transforma en un paysage blanc et silencieux, les rues pavées recouvertes d'une épaisse couche de glace. Pour Karl, c'était la première fois qu'il voyait la neige. Quand Anna Maria ouvrit les volets un matin de décembre et révéla le jardin transformé en un monde immaculé, Karl resta figé de stupéfaction. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. « C'est la neige, mon petit, » répondit-elle en souriant. « Viens, tu veux aller la toucher ?» Karl descendit dans le jardin, chaussé de bottes fourrées que Domer lui avait achetées. Il s'agenouilla et plongea ses mains dans la neige, la soulevant, la regardant fondre entre ses doigts. Un sourire, un véritable sourire de joie pure, illumina son visage pour la première fois depuis son arrivée. C'est froid, mais beau, si beau. Il passa l'heure suivante à explorer le jardin, touchant chaque branche enneigée, chaque banc recouvert de blanc. C'était comme s'il découvrait la magie du monde pour la première fois. Mais cet hiver marqua aussi le début de problèmes plus sérieux. Karl développa une toux persistante qui inquiéta le docteur Osterhausen. Ses poumons, affaiblis par des années passées dans un environnement humide et insalubre, avaient du mal à s'adapter au froid de l'hiver bavarois. « Il doit rester au chaud et au sec », ordonna le médecin. « Pas de sortie prolongée tant que cette toux persiste. » Karl fut donc confiné à l'intérieur pendant plusieurs semaines. Il supporta mal cette restriction. Après avoir goûté à la liberté, retrouver l'enfermement, même partiel, ravivait des souvenirs douloureux. C'est durant cette période que Domer décida d'intensifier l'éducation formelle de Karl. Il lui enseigna les mathématiques, la géographie, l'histoire, la littérature. Karl se révéla être un élève exceptionnel, particulièrement doué en calcul mental et en langue. Il apprend le latin plus vite que mes meilleurs étudiants à l'université, nota Domer dans son journal. Son intelligence n'a pas été affectée par son isolement. Au contraire, elle semble s'être développée dans une autre direction, plus concentrée, plus intense. En février 1829, un événement inattendu bouleversa la vie tranquille de Karl. L'arrivée de Philip Henry Stanhope, 4e comte de Stanhope, un aristocrate britannique fasciné par les mystères et les phénomènes inexpliqués. Lord Stanhope était un homme élégant dans la cinquantaine, aux manières raffinées et au regard perçant. Il avait entendu parler du cas de Karl Hauser lors d'un voyage à Munich et avait immédiatement décidé de se rendre à Nuremberg pour le rencontrer. « Professeur Domer, » dit-il en entrant dans le salon des Domer, « je suis honoré de faire votre connaissance. L'histoire de votre protégé a captivé toute l'Europe cultivée. »« Lord Stanhope ?» répondit Domer avec une certaine méfiance. Il avait appris à se méfier des curieux qui voyaient Karl comme une simple curiosité. « Je dois vous prévenir que Karl n'est pas un spectacle. Si votre visite n'a pour but que de satisfaire une curiosité morbide, je vous prierai de partir. »« Absolument pas, » assura Stanhope. « Ma démarche est sincère. J'ai moi-même consacré des années à l'étude de cas similaires à travers l'Europe. Je crois pouvoir aider à résoudre le mystère de l'origine de ce jeune homme. » Intrigué, Domer accepta de le laisser rencontrer Karl. La rencontre eut lieu le lendemain, dans le salon. Karl, désormais habitué aux visiteurs, salua poliment Lord Stanhope. L'aristocrate l'observa longuement, prenant mentalement note de chaque détail, sa posture, son élocution, ses manières. « Karl, » commença Stanhope en allemand impeccable, « puis-je te poser quelques questions ?»« Oui, monsieur. Ces lettres que tu portais quand tu es arrivé à Nuremberg, te souviens-tu comment tu les as obtenues ?»
Karl fronça les sourcils, essayant de se rappeler. L'homme noir, le dernier jour. Il m'a fait boire, mais moins que d'habitude. J'étais encore un peu éveillé quand il m'a pris. Il m'a sorti. Première fois dehors. Lumière. Si forte. J'ai fermé les yeux. Puis il m'a mis sur ses épaules. Marché longtemps. Puis il m'a déposé, donné les lettres. Dit « Va là-bas ». Puis il est parti. Tu as vu son visage à ce moment-là? Non, toujours capuche, mais j'ai senti odeur, fumée de pipe et quelque chose d'autre, sucré, comme parfum. C'était nouveau. Karl n'avait jamais mentionné cette odeur auparavant. Lord Stanhope nota soigneusement cette information. Et tu n'as aucun souvenir d'avant ta captivité, de ta famille, de ta mère? Karl secoua la tête tristement. Non, seulement le trou noir, depuis toujours. Lord Stanhope passa 3 jours à Nuremberg, interrogeant Karl, examinant les lettres, discutant avec les autorités locales. Avant de partir, il fit une promesse à Domer. « Je vais mener ma propre enquête. J'ai des contacts dans toutes les cours d'Europe. Si Karl est effectivement d'origine noble, comme certains le suggèrent, je découvrirai la vérité. » Le printemps 1829 apporta un renouveau à Nuremberg. Les arbres bourgeonnaient, les oiseaux chantaient, et Karl Hauser continuait de s'épanouir sous la tutelle de Domer. Il pouvait désormais sortir librement dans la ville, accompagné d'un des étudiants de Domer, et se mêler à la société. Les habitants s'étaient habitués à sa présence, et beaucoup le saluaient chaleureusement dans les rues. Mais le 17 octobre 1829, tout bascula. Ce jour-là, Karl était seul à la maison. Chose rare, mais Domer et sa femme étaient partis rendre visite à des parents à Erlangen et avaient jugé Karl suffisamment mature pour rester seul quelques heures. Vers 2 heures de l'après-midi, Karl entendit frapper à la porte. Pensant que c'était un voisin ou un étudiant de Domer, il ouvrit sans méfiance. Un homme se tenait sur le seuil. Il portait un long manteau noir et un chapeau qui dissimulait en partie son visage. Mais ce n'était pas son apparence qui glaça Karl, c'était l'odeur, cette odeur de fumée de pipe mêlée à un parfum sucré et âcre. La même odeur que celle de l'homme qu'il avait relâché à Nuremberg 16 mois auparavant. « Karl Hauser », dit l'homme d'une voix grave et rauque, « tu as fait beaucoup de progrès. » Karl voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La terreur l'avait paralysé. L'homme entra et referma la porte derrière lui. « N'aie pas peur, » continua l'inconnu. « Je ne suis pas venu te faire du mal. Je suis venu te donner des réponses. » Il s'avança dans le salon et Karl recula instinctivement. « Qui êtes-vous » parvint enfin à articuler Karl. L'homme ôta son chapeau, révélant un visage marqué par l'âge, avec des yeux gris perçants et une cicatrice sur la joue gauche. « Mon nom est Johann Blockmann, » dit-il, « et je suis celui qui t'a libéré. » Karl, tremblant, s'effondra sur une chaise. L'homme, Blockmann, s'assit en face de lui, posant son chapeau sur la table. « Pourquoi » demanda Karl, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi m'enfermer pendant toutes ces années ?» Blockmann soupira profondément, et pour la première fois, Karl vit quelque chose ressemblant à du regret dans ses yeux. « Parce qu'on me payait pour le faire, » répondit-il simplement. « Et parce que je pensais que c'était pour ton bien. » « Mon bien !» La voix de Karl se brisa. « Vous m'avez volé mon enfance, vous m'avez enfermé dans le noir pendant des années. Comment cela pouvait-il être pour mon bien ?»« Écoute-moi jusqu'au bout, » dit Blockmann en levant la main. « La vérité est complexe, et tu mérites de la connaître. Mais tu dois promettre de ne pas m'interrompre. Promets-le. » Karl, malgré sa colère et sa peur, hocha la tête. Il avait attendu si longtemps cette vérité. Blockmann commença son récit. Tu es né le 30 avril 1812. C'est exact, mais pas dans une famille pauvre comme les lettres le suggéraient. Ta mère était Stéphanie de Beauharnais, grande-duchesse de Bade. Karl écarquilla les yeux. Stéphanie de Beauharnais, la fille adoptive de Napoléon Bonaparte? L'épouse du grand-duc Charles II de Bade? C'est impossible, murmura-t-il. Laisse-moi finir, continua Blockmann. Tu étais l'héritier légitime du grand-duché de Bade. Le premier fils, le prince héritier, mais ta naissance posait un problème considérable à certaines personnes à la cour.
Quel problème? Un problème de succession. Le grand-duc Charles avait un demi-frère, le comte de Hochberg, né d'un premier mariage. Ce comte avait ses propres fils, et il désirait ardemment que l'un d'eux hérite du grand-duché. Mais avec ta naissance, tu devenais l'héritier légitime, repoussant les fils de Hochberg dans l'ordre de succession. Karl commençait à comprendre l'ampleur de la révélation. Blockmann poursuivit. La comtesse de Hochberg était une femme déterminée et sans scrupules. Elle avait l'oreille de nombreux membres influents de la cour. Quand tu es né, elle a mis en place un plan audacieux. Te faire disparaître et faire croire que tu étais mort. Comment? Un enfant est mort au palais en octobre 1812. Un bébé malade, fils d'un serviteur. Son corps a été substitué au tien lors d'une prétendue cérémonie funéraire. Officiellement, le prince héritier était mort à l'âge de quelques mois. La grande duchesse Stéphanie a pleuré son fils, mais elle ignorait la vérité. Tout le monde l'ignorait, sauf quelques conspirateurs. Et vous étiez l'un d'eux, accusa Karl, la rage montant en lui. Oui, admit Blockmann sans détourner le regard. J'étais un officier de cavalerie à la retraite, endetté jusqu'au cou. La comtesse m'a offert une somme considérable pour prendre charge de toi, te cacher, t'élever loin de tout, jusqu'à ce que la question de la succession soit définitivement réglée. Alors vous m'avez enfermé dans une cellule, cria Karl, comme un animal. Je n'avais pas le choix. Se défendit Blockmann, sa voix se brisant légèrement. Les ordres étaient clairs, personne ne devait te voir, personne ne devait savoir que tu existais. Si quelqu'un découvrait la vérité, nous serions tous exécutés pour haute trahison, toi inclus. Je devais te garder caché, mais je devais aussi te garder en vie. Pourquoi? Pourquoi ne pas simplement me tuer? Blockmann détourna le regard, mal à l'aise. Parce que la comtesse n'était pas une meurtrière. Elle voulait simplement t'écarter du chemin. Et peut-être qu'une petite partie d'elle espérait que tu pourrais être utile un jour, comme monnaie d'échange politique. Je ne sais pas. Mais mes instructions étaient de te garder en vie, de t'empêcher de voir le monde extérieur, de t'empêcher de développer ta mémoire d'avant la captivité. Les drogues, réalisa Karl. Vous me droguiez constamment. De la teinture d'opium mélangée à des herbes sédatives, confirma Blockmann. Juste assez pour te garder dans un état semi-conscient, pour que les années passent sans que tu comprennes vraiment le temps qui s'écoulait, pour que tu oublies qui tu étais. Karl était livide. Tout son être tremblait de rage et de chagrin. 16 ans. 16 ans volés. Pourquoi m'avoir libéré alors? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Qu'est-ce qui a changé? Blockmann se leva et se mit à faire les 100 pas dans le salon. Tout a mal tourné, dit-il. En 1828, le grand-duc Charles était gravement malade. Il était clair qu'il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Si le plan avait fonctionné, l'un des fils de la comtesse de Hochberg serait devenu grand-duc sans contestation. Mais des rumeurs ont commencé à circuler à la cour. Quelles rumeurs? Que le prince héritier n'était pas vraiment mort en 1812, qu'il avait été caché quelque part. Ces rumeurs venaient d'anciens serviteurs du palais qui avaient des doutes sur les circonstances de ta prétendue mort. La comtesse a paniqué. Elle a décidé qu'il valait mieux que tu apparaisses subitement, mais dans un état tel que personne ne pourrait jamais prouver ton identité réelle. Alors vous m'avez abandonné à Nuremberg, conclut Karl amèrement, comme un chien errant. Je t'ai donné une chance, protesta Blockmann. Je t'ai enseigné à écrire ton nom, je t'ai donné des lettres qui suggéraient une origine humble. Je t'ai vacciné contre la variole pour que tu ne meures pas de maladie. Je t'ai gardé en vie pendant 16 ans, même si parfois j'ai été tenté de... Il s'interrompit brusquement, mais Karl comprit. De me tuer, termina-t-il à voix basse. Un silence lourd tomba dans la pièce. Dehors, les cloches de l'église sonnaient 3 heures. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Karl se leva soudainement, renversant presque sa chaise. « Vous mentez, dit-il d'une voix féroce. Comment puis-je vous croire? Vous pourriez inventer cette histoire pour je ne sais quelle raison.
Blochmann plongea la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une enveloppe cachetée. « Je savais que tu demanderais des preuves, » dit-il en la posant sur la table. « Ouvre cela. » Avec des mains tremblantes, Karl brisa le sceau et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Premièrement, un certificat de naissance officiel du Grand-Duché de Bade, daté du 30 avril 1812, portant le sceau ducal. Il identifiait l'enfant comme « Son Altesse royale, le prince Karl Louis Friedrich de Bade, fils de leurs Altesses royales, le grand-duc Charles II et la grande-duchesse Stéphanie. » Deuxièmement, un portrait miniature peint sur ivoire, montrant un bébé dans des vêtements princiers. Au dos, une inscription en français. « Karl, mon précieux fils, 3 mois. Stéphanie, juillet 1812. » Troisièmement, et c'était le plus troublant, une mèche de cheveux châtains attachée par un ruban bleu avec une note manuscrite. « Cheveux de Karl, prélevés le jour de la substitution, 16 octobre 1812. GB. » Karl fixa ses objets, les larmes coulant librement sur ses joues. Il se revit dans le portrait. Les mêmes yeux gris, les mêmes traits délicats. C'était indéniable. « Ces documents sont authentiques, » affirma Blochmann. « Je les ai gardés toutes ces années comme une police d'assurance. Si quelque chose m'arrivait, je voulais que la vérité puisse être révélée. »« Pourquoi ?» demanda Karl, sa voix à peine audible. « Pourquoi me les donner maintenant ?» Blochmann se rassit lourdement, soudain paraissant beaucoup plus vieux et fatigué. « Parce que j'en ai assez, » avoua-t-il. « Parce que le grand-duc Charles est mort il y a 3 mois, et que le fils de la comtesse, Léopold, est devenu grand-duc. Le plan a réussi. Tu n'es plus une menace pour eux. Et parce que j'ai réalisé, en voyant tes progrès ces derniers mois, à quel point j'ai détruit ta vie. Tu méritais mieux que cela. Tu mérites de connaître la vérité. » Karl s'effondra sur le canapé, submergé par un tourbillon d'émotions. Rage, chagrin, confusion et, étrangement, une sorte de soulagement. Enfin, il savait. Enfin, son existence avait un sens, aussi terrible soit-il. « Qu'est-ce que je suis censé faire de cette information ?» demanda-t-il finalement. « Si je révèle qui je suis vraiment, qu'arrivera-t-il ?» Blochmann secoua la tête. « Je ne sais pas. Tu pourrais essayer de revendiquer ton héritage, de défier la succession, mais les Hochberg ont maintenant le pouvoir, l'argent, l'armée. Ils nieraient tout. Ils prétendraient que tu es un imposteur, que je suis un fou qui a inventé cette histoire. Tu n'as aucune preuve vivante, aucun témoin qui puisse corroborer ton récit. Ces documents, il désigna les papiers sur la table. Ils pourraient être des faux, dirait-il. Tu serais emprisonné, peut-être exécuté pour haute trahison. Alors je suis piégé, murmura Karl. Même en connaissant la vérité, je reste prisonnier. Pas nécessairement, dit Blochmann. Tu pourrais choisir de vivre ta vie ici, à Nuremberg, sous le nom de Karl Hauser. Tu as trouvé une famille avec les Domer, une place dans la société. Tu pourrais simplement oublier ton passé princier et construire un avenir comme homme libre. Karl le regarda avec incrédulité. Oublier, après tout ce que vous m'avez fait, après m'avoir volé mon enfance, mon identité, ma famille, comment pourrais-je simplement oublier? Je ne dis pas que ce sera facile, répondit Blochmann tristement. Je dis simplement que c'est peut-être la seule façon pour toi de trouver la paix. La vengeance ne te rendra pas ces années perdues. La rage ne guérira pas tes blessures. Il se leva pour partir, remettant son chapeau. « Je vais quitter la Bavière, » annonça-t-il. « Je pars pour l'Amérique où personne ne me connaît. C'est ma façon d'expier mes péchés, m'exiler loin d'ici. Mais avant de partir, je voulais que tu saches la vérité. Ce que tu en fais maintenant, c'est ton choix. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, Karl, je suis désolé. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais changer les choses, je le ferais, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est espérer que tu trouveras un jour le bonheur que je t'ai volé. » Et sur ces mots, Johann Blochmann disparut dans les rues de Nuremberg, laissant Karl seul avec la vérité dévastatrice de son origine.
Quand le professeur Domer et sa femme rentrèrent chez eux ce soir-là, ils trouvèrent Karl recroquevillé dans le salon, les yeux rouges de larmes, entouré de documents éparpillés sur la table. « Karl, qu'est-ce qui s'est passé ?» s'écria Anna-Maria en se précipitant vers lui. Karl leva vers eux un regard vide, épuisé. « Je sais qui je suis, » dit-il d'une voix rauque. « Je sais enfin qui je suis. » Durant les heures qui suivirent, Karl raconta tout à Domer et sa femme. La visite de Blockmann, la révélation sur son identité princière, le complot de la comtesse de Hochberg, les 16 années volées de son enfance. Il leur montra les documents, le certificat de naissance, le portrait miniature, la mèche de cheveux. Domer examina chaque pièce avec minutie, son visage devenant de plus en plus grave. « Mon Dieu !» murmura-t-il finalement. « Si c'est vrai, si tu es réellement le prince héritier de Bade, les implications sont monumentales. »« Mais que puis-je faire ?» demanda Karl désespérément. « Blochmann a dit que personne ne me croirait, que les Hochberg me feraient passer pour un imposteur. » Domer se leva et fit les 100 pas dans le salon, réfléchissant intensément. « Il a partiellement raison, » admit-il. « Une confrontation directe avec le nouveau grand-duc serait dangereuse et probablement vouée à l'échec. Mais il existe peut-être un autre chemin. Lequel ? La presse, l'opinion publique, opinion. Si nous rendons ton histoire publique, avec les preuves que nous avons, cela créera une pression considérable sur la cour de Bade. Ils ne pourront pas simplement t'ignorer ou te faire disparaître sans susciter un scandale international. » Anna-Maria intervint, inquiète, mais cela le mettrait aussi en grand danger, Georg. S'ils l'ont fait disparaître une fois, qu'est-ce qui les empêcherait de recommencer? C'est précisément pourquoi nous devons agir publiquement, répondit Domer. Une fois que toute l'Europe connaîtra l'histoire de Karl, il sera trop visible pour être éliminé discrètement. Karl réfléchit longtemps, réfléchit. C'était un choix terrible. Vivre dans l'ombre avec la vérité, ou se battre pour son héritage avec tous les risques que cela comportait. « Je veux me battre », déclara-t-il finalement. « J'ai passé 16 ans dans l'obscurité. Je ne retournerai pas dans l'ombre. Si je suis vraiment le prince Karl de Bade, alors j'ai le droit de le revendiquer. » Le professeur Domer contacta immédiatement son ami Gottlieb Heinrich von Schubert, un éminent naturaliste et écrivain basé à Munich qui avait des connexions dans plusieurs journaux européens de premier plan. Ensemble, ils rédigèrent un article détaillé exposant l'histoire de Karl Hauser, depuis son apparition à Nuremberg jusqu'à la révélation récente de son identité princière. Ils inclurent des descriptions des documents fournis par Blockmann, des témoignages de médecins sur l'état physique de Karl lors de sa découverte, et une analyse minutieuse de la chronologie correspondant à la prétendue mort du prince héritier de Bade en 1812. L'article fut publié simultanément dans le Allgemeine Zeitung de Munich et The Times de Londres le 3 novembre 1829 sous le titre sensationnel « Le prince perdu de Bade, la vérité scandaleuse derrière Karl Hauser ». L'effet fut immédiat et explosif. En quelques jours, l'histoire se répandit dans toute l'Europe. Les journaux de Paris, Vienne, Berlin, Rome, tous reprirent l'affaire. Les dessins et gravures de Karl Hauser apparurent partout, accompagnés de récits dramatiques de son enfance volée. À Nuremberg, la maison des Domer fut assiégée par des journalistes, des curieux, des sympathisants. Des gardes durent être postés devant la propriété pour empêcher les intrusions. Mais la réaction la plus importante vint de Karlsruhe, capitale du Grand-Duché de Bade. 5 jours après la publication de l'article, une délégation officielle de la cour de Bade arriva à Nuremberg. Elle était menée par le baron Friedrich von Turckheim, conseiller principal du grand-duc Léopold. Von Turckheim était un homme imposant, dans la cinquantaine, avec une moustache grise impeccablement taillée et des yeux froids comme l'acier. Il exigeait une audience immédiate avec Karl Hauser et les autorités municipales de Nuremberg. La rencontre eut lieu dans la salle de réception de l'hôtel de ville, en présence du maire Binder, du commissaire Schmidt, du professeur Domer et bien sûr de Karl. Von Turckheim entra dans la pièce avec une arrogance calculée, son regard balayant l'assemblée avec dédain. « Messieurs,
commença-t-il sans préambule. « Je suis ici pour mettre fin à cette farce grotesque. Le Grand-Duché de Bade rejette catégoriquement et complètement les allégations fantaisistes publiées dans la presse concernant l'identité prétendue de Karl Hauser. »« Sur quelle base ?» demanda calmement Dahmer. « Sur la base des faits, professeur, » répondit von Turckheim avec condescendance. Le prince héritier Karl Louis Friedrich de Bade est mort le 16 octobre 1812, à l'âge de 5 mois et demi. Sa mort a été certifiée par le médecin de la cour, le docteur Salomon, et attestée par de nombreux témoins dignes de foi. Il a été enterré dans la crypte familiale du palais de Karlsruhe, où son cercueil repose encore aujourd'hui. Un cercueil qui contient le corps d'un autre enfant. Contre Karl, sa voix tremblante mais déterminée. Von Turckheim se tourna vers lui avec un sourire méprisant. Un cercueil qui contient le corps du prince légitime. Quant à vous, jeune homme, vous êtes soit la victime d'un cruel canular, soit vous êtes vous-même un imposteur cynique cherchant à profiter de la générosité de personnes crédules. Dans tous les cas, vous n'avez aucun lien avec la famille grand-ducale de Bade. Et les documents que Karl possède, intervint le maire Binder, le certificat de naissance, le portrait miniature, des faux, déclara catégoriquement von Turckheim, facilement fabriqués par quiconque ayant accès à des sceaux et des parchemins anciens. Nous avons consulté nos propres archives. Le certificat de naissance authentique du prince montre des différences notables avec celui présenté par Karl Hauser. Il sortit de sa serviette un document qu'il posa sur la table. Voici une copie certifiée du véritable certificat de naissance du prince Karl, conservé dans nos archives ducales. Vous remarquerez que la formulation, la date précise et même l'orthographe du titre diffèrent du faux présenté par Hauser. Dahmer examina les deux documents côte à côte. Il devait admettre qu'il y avait effectivement des différences subtiles. Mais étaient-ce des preuves de falsification ou simplement des variations dans les pratiques d'enregistrement de l'époque? Qu'en est-il de Johann Blockmann? Demanda le commissaire Schmidt. L'homme qui a avoué avoir gardé Karl prisonnier pendant 16 ans? Un fantôme, répondit von Turckheim. Nous avons fait des recherches approfondies. Il n'existe aucun Johann Blockmann dans les registres de l'armée bavaroise ou badoise. Aucun officier de cavalerie retraité portant ce nom. L'homme qui a rendu visite à Karl Hauser était probablement un escroc, cherchant à exploiter la notoriété du cas. Karl sentit son cœur se serrer. Était-ce possible? Blockmann avait-il menti? Toute cette histoire de prince volé n'était-elle qu'une autre manipulation? Laissez-moi être très clair, continua von Turckheim, sa voix se durcissant. Le grand-duc Léopold est prêt à faire preuve de clémence dans cette affaire. Si Karl Hauser renonce publiquement à ses prétentions ridicules, si les Dahmer et leurs associés publient des rétractations dans la presse, le Grand-Duché n'engagera aucune poursuite judiciaire. Vous pourrez tous continuer vos vies en paix. Et si nous refusons? Demanda Dahmer. Le sourire de von Turckheim se fit glacial. Alors nous n'aurons d'autre choix que de porter plainte pour diffamation, fraude et usurpation d'identité. Nous avons les meilleurs avocats d'Europe à notre disposition. Vous serez ruinés, votre réputation détruite, et Karl Hauser passera le reste de sa vie en prison pour escroquerie. Un silence pesant tomba sur la pièce. C'était une menace claire, brutale et probablement efficace. Alors que la situation semblait désespérée, une aide inattendue se manifesta. Lord Stanhope, qui avait suivi l'affaire depuis Londres, arriva à Nuremberg avec une proposition surprenante. « Karl, dit-il lors d'une réunion privée avec le jeune homme et Dahmer, j'ai passé les derniers mois à mener ma propre enquête sur ton cas. J'ai consulté des archives, interrogé d'anciens serviteurs du palais de Bade, parlé à des personnes qui étaient présentes lors de la prétendue mort du prince en 1812. Et qu'avez-vous découvert? Demanda Karl avec espoir. Des incohérences troublantes, répondit Stanhope. Plusieurs témoins se rappellent que le corps présenté lors des funérailles ne ressemblait pas au prince qu'ils avaient vu quelques jours auparavant. Le visage était déformé, gonflé, presque méconnaissable. On a dit que c'était dû à la maladie, mais certains ont eu des doutes. Cela ne suffit pas à prouver une substitution, objecta Dahmer. Non, admit Stanhope.
Mais j'ai trouvé quelque chose d'autre. L'une des anciennes nourrices du palais, maintenant retraitée dans un village près de Heidelberg, m'a raconté une histoire étrange. Elle jure avoir vu, quelques jours après la mort supposée du prince, la comtesse de Hochberg remettre une bourse d'or à un homme mystérieux dans les jardins du palais, tard dans la nuit. Elle n'a pas vu le visage de l'homme, mais elle l'a entendu dire « L'enfant est en sécurité, personne ne le trouvera ». Karl se redressa, son cœur battant plus fort. « Elle témoignerait ?»« Elle a peur, » répondit Stanhope. « Les Hochberg sont puissants et elle craint pour sa vie. Mais elle m'a autorisé à consigner son témoignage par écrit, sous sceau. Il sortit un document signé et scellé. Avec ceci et les autres preuves circonstancielles que j'ai rassemblées, nous pourrions construire un dossier solide. Pas assez pour forcer un procès, les Hochberg ont trop d'influence pour ça, mais assez pour semer le doute, pour maintenir la pression. « Mais à quel prix ?» demanda Domer inquiet. Karl serait en danger constant. Les Hochberg pourraient essayer de le faire taire définitivement. C'est pourquoi je propose une solution alternative, dit Stanhope. Je vais prendre Karl sous ma protection. Il viendra vivre avec moi en Angleterre, loin de la portée des Hochberg. Là-bas, il pourra continuer son éducation, mener une vie normale, tout en gardant ouverte la possibilité de revenir un jour revendiquer son héritage, quand les conditions seront plus favorables. Karl regarda Domer, puis Stanhope. L'Angleterre. Encore un exil, encore un départ, mais peut-être était-ce le seul moyen de rester en vie. La décision de Karl de partir pour l'Angleterre avec Lord Stanhope fut prise le 20 novembre 1829. Il devait quitter Nuremberg 3 jours plus tard, le temps de finaliser les arrangements et de faire les adieux. Mais les Hochberg avaient d'autres plans. Le 22 novembre, en fin d'après-midi, Karl était dans le jardin des Domer, profitant des derniers rayons du soleil automnal. Il lisait un livre sous un vieux chêne, perdu dans ses pensées, quand il entendit un bruissement derrière lui. Avant qu'il puisse se retourner, il sentit une douleur aiguë dans le dos, juste sous l'omoplate gauche. Il s'effondra sur le sol, le livre tombant de ses mains, et aperçut une silhouette encapuchée qui s'enfuyait par la porte du jardin. « À l'aide !» cria-t-il faiblement. « À l'aide !» Anna-Maria, qui travaillait dans la cuisine, entendit son cri et se précipita dehors. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Karl gisait sur le gazon, une tache de sang s'élargissant sur sa chemise blanche. « Mon Dieu! Georg! Georg !» hurla-t-elle. Domer arriva en courant, suivi par 2 étudiants qui étudiaient dans la bibliothèque. Ils transportèrent Karl à l'intérieur et envoyèrent immédiatement chercher le docteur Osterhausen. La blessure, heureusement, n'était pas mortelle. Le couteau avait été dévié par une côte, causant une coupure profonde, mais sans atteindre d'organe vital. Osterhausen nettoya et banda la plaie, administra du laudanum pour la douleur. « Tu as eu de la chance, » dit-il à Karl, pâle et tremblant. « Quelques centimètres plus à droite, et la lame aurait perforé ton poumon. » Le commissaire Schmidt fut appelé sur les lieux. Karl, malgré la douleur et la confusion, essaya de décrire son agresseur, mais il n'avait presque rien vu, juste une silhouette en manteau noir, le visage dissimulé par une capuche. « C'étaient les Hochberg », affirma Domer avec rage. « Ils ont essayé de le tuer pour le faire taire. »« Nous n'avons aucune preuve de cela, » répondit prudemment Schmidt. « Cela pourrait être un voleur, un fou. » Un fou qui attaque précisément au moment où Karl s'apprête à quitter pour l'Angleterre? Je ne crois pas aux coïncidences, commissaire. Lord Stanhope, informé de l'attentat, arriva dans l'heure, furieux et inquiet. C'est décidé, déclara-t-il fermement. Karl ne reste pas un jour de plus à Nuremberg. Dès qu'il pourra voyager, nous partons. J'ai déjà envoyé des télégrammes à Londres pour organiser une protection renforcée. Je peux voyager maintenant, dit Karl d'une voix faible mais déterminée. Je ne veux pas rester ici 1 minute de plus. Tu as besoin de te reposer, protesta Anna-Maria, les larmes aux yeux. Tu es blessé. Je me reposerai en Angleterre, répondit Karl. Ici, je ne suis pas en sécurité, vous non plus d'ailleurs. S'ils sont prêts à me tuer, qui sait ce qu'ils pourraient vous faire pour vous punir de m'avoir aidé. Cette pensée glaça le sang de Domer.
Karl avait raison. Ils étaient tous en danger maintenant. Le départ fut organisé en secret, dans la nuit du 23 novembre. Une calèche fermée attendait dans la ruelle derrière la maison des Dommer, avec 4 gardes armés fournis par Lord Stanhope. Les adieux furent déchirants. Anna Maria serrait Karl contre elle comme si elle ne voulait jamais le lâcher. « Promets-moi de prendre soin de toi, » sanglota-elle. « Promets-moi d'écrire. »« Je vous promets, » répondit Karl, lui aussi en larmes. « Vous avez été comme une mère pour moi. Je ne vous oublierai jamais. » Dommer lui remit un paquet soigneusement emballé. « Tous mes journaux sur tes progrès, » expliqua-t-il. « Ton histoire, Karl, ton évolution. Personne ne pourra nier ce que tu as accompli, la personne remarquable que tu es devenue. » Karl prit le paquet avec émotion, incapable de parler. Puis il monta dans la calèche avec Lord Stanhope et ils partirent dans la nuit froide, laissant Nuremberg derrière eux. La ville qui l'avait recueilli, où il avait découvert la lumière après tant d'années d'obscurité. La ville qui avait failli être son tombeau. Le voyage vers l'Angleterre prit 2 semaines, avec des arrêts prudents dans des auberges discrètes. À chaque étape, Karl guettait les ombres, s'attendant à voir surgir un assassin. Mais ils arrivèrent finalement à Londres, sans autre incident. Londres, en 1829, était une métropole grouillante, industrielle et cosmopolite. Pour Karl, qui avait passé la majeure partie de sa vie consciente dans la tranquille Nuremberg, c'était un choc culturel immense. Lord Stanhope l'installa dans sa résidence de Chevening House, dans le Kent, un magnifique manoir entouré de jardins à l'anglaise. C'était un lieu sûr, isolé, loin des regards indiscrets et des menaces potentielles. Les premiers mois furent difficiles pour Karl. La blessure de l'attentat guérissait lentement, laissant une cicatrice douloureuse qui lui rappelait constamment le danger qu'il avait fui. Plus difficile encore était le sentiment de déracinement, l'impression d'être encore une fois coupé du monde, même si cette fois c'était pour sa propre sécurité. Stanhope engagea les meilleurs tuteurs pour continuer l'éducation de Karl. Le jeune homme apprit l'anglais avec une rapidité surprenante, ajoutant cette langue à son répertoire déjà impressionnant d'allemand et de latin. Il étudia la philosophie, les sciences, l'histoire, la musique. Stanhope découvrit que Karl avait un talent naturel pour le piano et lui offrit un magnifique instrument sur lequel le jeune homme passait des heures à jouer, trouvant dans la musique un exutoire à ses émotions tumultueuses. Mais malgré le confort matériel et l'affection de Lord Stanhope, Karl ne pouvait échapper à ses démons intérieurs. Les cauchemars le hantaient chaque nuit, des rêves où il se retrouvait à nouveau dans sa cellule obscure, où les murs se refermèrent sur lui, où l'homme en noir revenait le chercher. Il écrivait régulièrement aux Dommer, des lettres longues et détaillées où il racontait sa nouvelle vie, ses progrès, mais aussi ses doutes et ses peurs. Cher professeur et madame Dommer, Londres est une ville extraordinaire, mais je me sens comme un étranger partout où je vais. Les gens sont gentils avec moi. Lord Stanhope est extrêmement généreux, mais je ne peux m'empêcher de me demander « Qui suis-je vraiment ? Suis-je Karl Oser, l'orphelin trouvé dans les rues de Nuremberg? Suis-je le prince Karl de Bade, dépossédé de son héritage? Ou suis-je simplement un homme brisé, condamné à errer entre 2 identités, n'appartenant vraiment à aucune? Certains jours, je regrette d'avoir appris la vérité sur mon passé. L'ignorance était peut-être plus douce que cette connaissance qui me ronge. Mais d'autres jours, je me dis que je dois honorer la mémoire de l'enfant que j'étais, du prince que j'aurais dû être. Je dois me battre d'une manière ou d'une autre pour que ma souffrance ait un sens. Votre fils d'adoption, Karl. En janvier 1831, après plus d'1 an passé à Chevening House, Lord Stanhope convoqua Karl dans son bureau. L'aristocrate avait l'air sombre, préoccupé. « Karl, assieds-toi, dit-il. J'ai des nouvelles importantes. » Karl s'installa dans le fauteuil en cuir en face du bureau, son cœur se serrant d'appréhension. « J'ai continué mes enquêtes sur ton cas, » commença Stanhope. « J'ai embauché des détectives privés, interrogé d'autres témoins, consulté des experts en documents historiques, et je dois t'avouer quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. »« Quoi donc ?» Stanhope se leva et se mit à faire les 100 pas devant la cheminée, les mains croisées dans le dos. « Je ne crois pas que tu sois le prince Karl de Bade. »
Karl se figea, comme frappé par la foudre. « Quoi? Mais les documents? Le témoignage de Blockman? Je pense que Blockman t'a menti, interrompit Stanhope. Pas surtout. Je crois effectivement qu'il t'a gardé prisonnier pendant des années, mais son histoire sur ton identité princière était probablement une fabrication élaborée, je te l'accorde, mais une fabrication quand même. » Karl sentit le monde vaciller autour de lui. Pourquoi? Pourquoi aurait-il fait cela? Pour se dédouaner, peut-être, suggéra Stanhope. En prétendant qu'il ne faisait que suivre les ordres d'une comtesse puissante, il se présentait comme un simple exécutant, plutôt que comme un véritable criminel. C'était plus romantique, plus acceptable moralement que la vérité probable, qu'il avait kidnappé un enfant pour des raisons personnelles, vengeance, folie, perversion, et l'avait gardé prisonnier pendant des années. Mais les documents, protesta faiblement Karl, des faux, dit Stanhope en sortant un rapport épais de son tiroir. Mes experts ont analysé le certificat de naissance que tu possèdes. Le papier est authentique de l'époque, mais l'encre contient des composants chimiques qui n'étaient pas utilisés en 1812. Le document a été créé récemment, probablement par Blockman lui-même, qui avait apparemment des connaissances en falsification de documents. Karl se leva brusquement, renversant presque son fauteuil. Non, non, vous vous trompez. L'homme de la cour de Bad von Turckheim, il a pris la peine de venir à Nuremberg pour me menacer. Pourquoi ferait-il ça si je n'étais pas une vraie menace? Parce que le scandale lui-même était une menace, expliqua patiemment Stanhope. Même si tu n'étais pas vraiment le prince, les rumeurs et les accusations publiées dans la presse étaient embarrassantes pour la cour. Ils voulaient te faire taire, non pas parce que tu étais le vrai prince, mais parce que l'attention médiatique était nuisible à leur image. Karl s'effondra dans le fauteuil, la tête entre les mains. Toute sa réalité s'écroulait à nouveau. Il avait cru avoir enfin trouvé une réponse, une identité, un sens à son existence. Et maintenant, même cela lui était enlevé. « Alors, qui suis-je » demanda-t-il d'une voix brisée. « Si je ne suis pas le prince, qui suis-je »« Tu es Karl Hauser » répondit doucement Stanhope. « Un homme qui a survécu à une épreuve inimaginable. Un homme qui a démontré une force d'esprit et une capacité d'adaptation extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être un prince pour avoir de la valeur, Karl. Ta valeur réside en toi-même, pas dans un titre de noblesse. » Mais ces paroles, aussi bien intentionnées soient-elles, sonnaient creux aux oreilles de Karl. Il avait passé toute sa vie à chercher sa place dans le monde, à comprendre pourquoi il avait souffert. Et maintenant, il se retrouvait à la case départ, un orphelin sans passé, sans famille, sans véritable identité. Les mois suivants furent les plus sombres de la vie de Karl depuis sa libération. Il sombra dans une profonde mélancolie, refusant parfois de quitter sa chambre pendant des jours. Les cauchemars s'intensifièrent, et avec eux, une paranoïa grandissante. Il voyait des ombres suspectes partout, était convaincu qu'on l'épiait, qu'on complotait contre lui. Lord Stanhope, de plus en plus préoccupé par l'état mental de son protégé, consulta plusieurs aliénistes londoniens. Certains suggérèrent un séjour dans un sanatorium, d'autres recommandèrent un changement d'air complet. « Karl, » dit Stanhope un matin de mai 1831, « je pense qu'il serait bénéfique pour toi de retourner en Bavière, pas à Nuremberg, mais peut-être dans un endroit plus paisible. J'ai des amis à Ansbach qui seraient heureux de t'accueillir. » « Ansbach » répéta Karl, sortant de sa léthargie. « Pourquoi là-bas ? C'est une petite ville tranquille, loin de l'agitation de Munich ou de Nuremberg. Tu pourrais y mener une vie simple, loin des intrigues et des spéculations. Et tu serais plus près des Dommers. Tu pourrais même leur rendre visite. » L'idée de revoir les Dommers réveilla quelque chose en Karl. Il accepta la proposition. Le voyage de retour en Bavière fut étrangement paisible. Karl se sentait comme s'il bouclait une boucle, revenant à la terre qu'il avait vue renaître. À Ansbach, il fut accueilli par le baron Johann Paul von Tücher, un magistrat local et ami de Stanhope. Le baron von Tücher était un homme bon et patient, qui comprenait les troubles de Karl et lui offrit un foyer stable. «
Karl s'installa dans une petite chambre avec vue sur les jardins et tenta de se reconstruire une vie. Il trouva du travail comme copiste dans les bureaux administratifs de la ville. Un travail tranquille qui convenait à son tempérament. Il passait ses soirées à lire, à jouer du piano, à écrire de longues lettres Odomé. Pendant près de 2 ans, la vie de Karl sembla enfin trouver un équilibre. Il ne parlait plus de son passé de prince, acceptant progressivement son identité de Karl Hauser, l'homme sans origine. Il se fit même quelques amis parmi les employés municipaux. Mais le passé ne reste jamais enterré longtemps. En novembre 1833, Karl reçut une lettre anonyme. Elle ne contenait que quelques mots griffonnés. Blockmann n'a pas menti. La vérité est au palais de Karlsruhe. Crypte familiale, cercueil du prince. Karl montra la lettre au baron von Tücher qui fronça les sourcils. C'est probablement un canular, dit-il. Quelqu'un qui veut raviver le scandale. Ou quelqu'un qui sait vraiment quelque chose, murmura Karl, son cœur battant plus fort. Qu'arriverait-il si j'allais vérifier? Tu te mettrais en danger, répondit fermement von Tücher. Les Hochberg ne te laisseraient jamais fouiller dans la crypte familiale. Et même si tu y parvenais, que trouverais-tu? Un cercueil vieux de 20 ans? Comment prouverais-tu quoi que ce soit? Karl savait que le baron avait raison, mais l'idée s'était plantée dans son esprit comme une écharde. Et si Blockmann avait dit la vérité après tout? Et si Lord Stanhope s'était trompé dans son analyse? Le 14 décembre 1833 fut une journée froide et neigeuse à Ansbach. Karl avait terminé son travail au bureau administratif et rentrait chez les von Tücher en traversant le Hofgarten, le parc municipal. Il était environ 3 heures de l'après-midi et le parc était presque désert à cause du froid. Karl marchait rapidement, son manteau serré autour de lui, quand il aperçut une silhouette appuyée contre un arbre. C'était un homme de taille moyenne, vêtu d'un long manteau noir. Quand Karl s'approcha, l'homme se redressa et fit quelques pas vers lui. « Karl Hauser » demanda-t-il d'une voix étrangement familière. Karl s'arrêta, tous ses instincts en alerte. Il y avait quelque chose dans cette voix, dans cette silhouette. « Oui » répondit-il prudemment. « Qui êtes-vous »« Quelqu'un qui connaît la vérité » dit l'homme en s'approchant encore. « Sur qui tu es vraiment, sur ce qui s'est passé en 1812. » Karl sentit son pouls s'accélérer. C'était probablement l'auteur de la lettre anonyme. « Que voulez-vous » ? « Te montrer quelque chose. » Dans le pavillon, là-bas, l'homme désigna un petit édifice au fond du parc. « J'ai des preuves, des documents que même Blockmann ne connaissait pas. » Toutes les alarmes hurlaient dans l'esprit de Karl. C'était un piège, évidemment. Mais la curiosité, ce poison mortel, était plus forte que la prudence. « D'accord, » dit-il lentement. « Montrez-moi. » Ils marchèrent ensemble vers le pavillon, leurs pas crissant sur la neige fraîche. Quand ils entrèrent dans le petit bâtiment sombre, l'homme se retourna brusquement. C'est alors que Karl vit le couteau. « C'est dommage, » dit l'homme avec un regret presque sincère. « Tu es un jeune homme prometteur, mais tu poses trop de questions, tu refuses de laisser le passé où il est. Les Hochberg ne peuvent pas se permettre que tu continues. » Karl recula, mais l'homme était plus rapide. La lame jaillit, visant le cœur. Karl leva instinctivement son bras pour se protéger et le couteau trancha sa manche, entaillant profondément sa chair. Il cria et se débattit, réussissant à repousser son agresseur assez longtemps pour sortir du pavillon en titubant. Mais l'homme le poursuivit et, dans la lutte, plongea à nouveau le couteau, cette fois dans le flanc de Karl, juste sous les côtes. La douleur était atroce. Karl s'effondra dans la neige, sentant le sang chaud couler le long de son corps. L'homme se pencha sur lui, et Karl vit enfin son visage clairement. Ce n'était pas quelqu'un qu'il reconnaissait. Juste un tueur anonyme, un instrument des puissants. « Qui vous envoie ?» demanda Karl d'une voix faible. « Personne, » répondit l'homme. « Personne ne m'a envoyé. C'est juste un malheureux accident. Un inconnu qui t'a attaqué dans le parc. Personne ne saura jamais. » Et il disparut dans les arbres enneigés, laissant Karl mourir seul dans le froid. Un jardinier municipal trouva Karl une demi-heure plus tard, encore vivant, mais perdant rapidement du sang.
on le transporta d'urgence chez le baron von Tücher, où le docteur Albert Heidenreich fut appelé en urgence. La blessure est profonde, diagnostiqua-t-il après un examen rapide. La lame a perforé l'abdomen. Il y a probablement des dommages internes graves. Karl demeura conscient pendant plusieurs heures, malgré la douleur et la faiblesse croissante. Le baron von Tücher resta à son chevet, tenant sa main. « Qui t'a fait ça, Karl ?» demanda-t-il doucement. « As-tu vu son visage ?» Karl hocha faiblement la tête. « Un homme, je ne le connais pas, mais il a dit que les Hochberg ne pouvaient pas me laisser vivre. Tu as pu voir s'il avait des signes distinctifs? Quelque chose qui pourrait t'aider à l'identifier? Non, visage ordinaire, mais il savait tout sur moi. » Le commissaire de police d'Ansbach, Johann Müller, arriva et tenta d'obtenir plus d'informations. Mais Karl dérivait dans et hors de la conscience, le laudanum administré par le médecin l'emportant dans un état semi-conscient. « Karl, » dit le commissaire Müller, « est-ce que l'homme t'a dit quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait nous aider ?» Mais Karl ne répondait plus. Ses yeux fixes regardèrent le plafond, sa respiration devenant de plus en plus superficielle. Karl Hauser mourut le 17 décembre 1833, 3 jours après l'attaque, sans avoir repris pleinement conscience. Il avait 21 ans. Son dernier murmure, entendu par le baron von Tücher, fut « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» La nouvelle de sa mort se répandit rapidement à travers l'Europe. Les journaux qui, 5 ans auparavant, avaient fait de lui une sensation, publièrent maintenant des nécrologies émues. Le prince perdu de Bade meurt assassiné, titrait The Times. Karl Hauser, une vie de mystère et de tragédie, écrivait le Allgemeine Zeitung. L'enquête sur son meurtre fut menée mollement. L'agresseur ne fut jamais retrouvé. Les autorités d'Ansbach conclurent finalement à un meurtre par un inconnu, probablement un vagabond. Aucune mention des Hochberg ne figura dans le rapport officiel. L'autopsie révéla quelque chose d'étrange. Dans l'estomac de Karl, on trouva des traces d'un poison à base d'arsenic, en quantité insuffisante pour être immédiatement mortel, mais suggérant qu'il avait été empoisonné lentement au cours des semaines précédentes. Quelqu'un avait-il tenté de le tuer progressivement avant de recourir à des méthodes plus directes? Cette découverte ne fut jamais incluse dans le rapport officiel. Karl fut enterré dans le cimetière municipal d'Ansbach, sous une simple pierre tombale portant l'inscription « Ici repose Karl Hauser, énigme de son temps, né en 1812, mort le 17 décembre 1833. » Mais son histoire ne mourut pas avec lui. 3 mois après la mort de Karl, le professeur Daumer publia un livre intitulé « Karl Hauser, une vie volée », compilant tous ses journaux, ses observations et son analyse du cas. Le livre devint un succès de librairie internationale, ravivant l'intérêt pour le mystère. Dans son dernier chapitre, Daumer écrivit « Karl Hauser était-il véritablement le prince de Bade ? Je ne peux l'affirmer avec certitude absolue. Les preuves sont contradictoires, les témoignages ambigus. Mais ce que je peux affirmer, c'est que Karl était un jeune homme extraordinaire qui a surmonté des épreuves inimaginables. Qu'il soit né prince ou paysan, cela n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est qu'il était un être humain digne de respect, de compassion et de justice. Une justice qui lui a été refusée de son vivant. En 1876, 43 ans après la mort de Karl, un événement remarquable se produisit. La grande-duchesse Stéphanie de Beauharnais, alors âgée de 89 ans, et sur son lit de mort, convoqua son confesseur et lui fit une confession troublante. Elle jura qu'en 1812, son premier-né, le prince Karl, n'était pas mort naturellement. Elle avait toujours eu des soupçons, mais n'avait jamais osé les exprimer par peur des Hochberg. Maintenant, en fin de vie, elle voulait que la vérité soit connue. Elle croyait que son fils avait été enlevé et remplacé par un autre enfant. Son confesseur, le père Wilhelm Schneider, consigna ses paroles par écrit. Ce témoignage posthume fut découvert dans les archives diocésaines en 1896 et publié, provoquant un scandale tardif mais retentissant.
Mais la preuve définitive ne vint jamais. Le cercueil du prince dans la crypte de Karlsruhe ne fut jamais ouvert pour vérification. Les Schauberg, devenus encore plus puissants avec le temps, s'assurèrent que leurs secrets restent enfouis avec les morts. En 1998, 165 ans après la mort de Karl Hauser, un groupe de chercheurs de l'université de Heidelberg obtint enfin l'autorisation d'effectuer des tests ADN sur des échantillons de cheveux conservés de Karl, ceux donnés par Blockmann, et de les comparer avec des échantillons de la famille grand-ducale de Bade. Les résultats furent non concluants. Les échantillons étaient trop dégradés, trop contaminés par les années. La science moderne, qui aurait pu résoudre le mystère définitivement, échoua face au passage du temps. Mais pendant ces recherches, quelque chose d'autre fut découvert. Dans les archives personnelles d'un descendant de la comtesse de Hochberg, on trouva un journal intime daté de 1850. Dans ce journal, la comtesse, alors âgée et malade, écrivit une entrée cryptique le 14 décembre, l'anniversaire de l'attaque contre Karl. 27 ans aujourd'hui, 27 ans depuis que nous avons fait ce qui devait être fait. J'ai souvent repensé aux garçons dans les années qui ont suivi. Était-ce vraiment nécessaire? Aurions-nous pu trouver une autre solution? Mais ce qui est fait est fait. Mon fils est grand-duc. Notre lignée a triomphé. C'est tout ce qui compte. Dieu me pardonnera. Je l'espère, car je ne peux me pardonner moi-même. Ce passage est la chose la plus proche d'un aveu qui ait jamais été trouvé. Mais juridiquement, historiquement, cela ne prouve rien de définitif. C'était simplement une vieille femme torturée par sa conscience, ou peut-être juste une réflexion sur les sacrifices nécessaires dans les jeux de pouvoir. Le mystère de Karl Hauser reste, à ce jour, l'un des plus grands énigmes non résolus de l'histoire européenne moderne. Était-il vraiment le prince de Bade? Était-il la victime d'un complot noble? Ou était-il simplement un enfant malchanceux, kidnappé par un fou, dont l'histoire a été exploitée et déformée par tous ceux qui cherchaient à y trouver un sens, des nobles protégeant leur pouvoir, des scientifiques cherchant la gloire, des écrivains cherchant une bonne histoire? Aujourd'hui, à Ansbach, la tombe de Karl Hauser est devenue un lieu de pèlerinage pour ceux qui s'intéressent aux mystères historiques. Des fleurs fraîches y sont déposées régulièrement, et sa pierre tombale a été remplacée par un monument plus imposant en 1933, 100 ans après sa naissance présumée. À Nuremberg, la maison des Domer porte maintenant une plaque commémorative. Ici vécut Karl Hauser, 1828-1829, énigme de l'histoire, symbole de la résilience humaine. Son histoire a inspiré d'innombrables œuvres, des romans, des films, des opéras, des pièces de théâtre. Chaque génération réinterprète Karl Hauser selon ses propres préoccupations, symbole de l'enfant maltraité, victime des abus de pouvoir, mystère scientifique fascinant, ou simplement une tragédie humaine universelle. Mais peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si Karl était un prince. La vraie question est, pourquoi nous soucions-nous autant? Pourquoi son histoire continue-t-elle de nous fasciner près de 2 siècles plus tard? Peut-être parce qu'en Karl Hauser, nous voyons notre propre quête d'identité, notre propre lutte pour trouver notre place dans le monde. Nous voyons un homme qui a été volé de son passé et qui a passé sa courte vie à essayer de le récupérer, seulement pour découvrir que la vérité peut être pire que l'ignorance, que les réponses peuvent être plus douloureuses que les questions. Karl Hauser était-il un prince, un orphelin, un imposteur, un martyr? Il était tout cela et rien de cela. Il était simplement un être humain qui a souffert, qui a lutté et qui a finalement perdu. Mais dans cette perte, il est devenu quelque chose de plus grand que lui-même, un symbole, un mystère, une légende. Et c'est peut-être la seule immortalité qui compte vraiment. En 2019, lors de travaux de rénovation au palais de Karlsruhe, maintenant transformé en musée, des ouvriers découvrirent par accident une cache murée dans les anciens appartements de la comtesse de Hochberg. À l'intérieur, ils trouvèrent une boîte métallique contenant des lettres personnelles et un petit journal intime datant de 1812-1815. Parmi ces documents,
Une lettre particulièrement troublante datée du 20 octobre 1812, écrite de la main de la comtesse à un certain J.B., les initiales de Johann Blochmann. L'affaire est réglée. L'enfant est en sécurité dans le lieu convenu. Personne ne doit le voir. Personne ne doit savoir. Il doit être gardé en vie, mais inconscient de son identité jusqu'à nouvel ordre. Vous recevrez votre paiement comme convenu et un supplément généreux si le secret est maintenu. N'oubliez pas, sa vie dépend de votre silence et de votre fidélité. Si quelqu'un découvre la vérité, nous périrons tous. Cette lettre a été authentifiée par plusieurs experts comme étant de la main de la comtesse de Hochberg. Elle constitue la preuve la plus tangible à ce jour que Karl Hauser était véritablement le prince de Bade et que son enlèvement et sa captivité faisaient partie d'un complot politique de grande envergure. Mais même cette découverte récente n'a pas clôturé le débat. Certains historiens soutiennent que la lettre pourrait faire référence à un autre enfant, à un autre arrangement politique. D'autres arguent qu'elle a pu être plantée là par quelqu'un désireux de perpétuer la légende. Le mystère de Karl Hauser, semble-t-il, est destiné à demeurer insoluble, non pas par manque de preuves, mais parce que la vérité a été enterrée si profondément, défendue si farouchement, que même 2 siècles plus tard, les secrets des puissants restent protégés par les brumes du temps et la destruction délibérée des archives. Karl Hauser, prince ou pas, reste ce qu'il a toujours été. L'énigme qu'on ne peut résoudre, le prisonnier qu'on ne peut libérer, la vérité qu'on ne peut connaître avec certitude. Et peut-être est-ce précisément pour cela que son histoire continue de nous hanter, génération après génération, comme le fantôme d'une injustice qui n'a jamais été réparée, d'une vie qui n'a jamais pu être vécue pleinement, d'un mystère qui refuse de se laisser résoudre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Note historique. Cette histoire est basée sur le véritable cas de Caspar Hauser, apparu à Nuremberg le 26 mai 1828. Les faits principaux, son apparition mystérieuse, sa captivité présumée, les théories sur son identité princière, son attentat en 1829 et son assassinat en 1833 sont historiquement documentés. Cependant, les détails des dialogues, certains personnages secondaires et les scènes spécifiques ont été romancés pour les besoins de cette narration. Le mystère de sa véritable identité n'a jamais été résolu de manière définitive et continue de fasciner historiens et chercheurs aujourd'hui.